Japon, années 30, Toyonaka, préfecture d'Osaka. Dans le salon de la famille Tezuka, c'est l'effervescence. Le papa, fan de cinéma, s'affaire autour de son projecteur manuel. Ce soir, c'est cinéma à la maison. Un luxe dans ce Japon des années 30. Amateur de haïku, ces petits poèmes très présents dans la culture nippone, et fan de photographie, il transmet à ses enfants la passion de l'art au sens large du terme. La famille se réunit donc dans le salon familial pour regarder les films de Charlie Chaplin ou les premiers dessins animés de Walt Disney. Sorti en 1937, Blanche-Neige et les Sept Nains est le premier d'une longue série pour le studio d'animation américain. Fort de cette culture, l'un des fils de la famille Tezuka, Osamu, va affiner son coup de crayon au fil du temps. Osamu Tezuka va rentrer dans l'histoire de la culture nippone comme l'inventeur du manga moderne. Surnommé Manga no Kamisama, littéralement le dieu du manga, il va laisser derrière lui une quantité d'œuvres pharaoniques et va révolutionner l'art du manga déjà présent au Japon. Il est souvent considéré comme l'équivalent de son idole Walt Disney, qui va pourtant lui rendre la vie difficile. Récit documentaire, accompagné d'extraits de l'émission Dans la légende, le magazine cinéma jeux vidéo de Click sur Canal+, présenté par Sébastien Abdelhamid. « 1937, Japon. Le conflit entre le Japon et la Chine explose. Le Japon envahit la partie orientale de la Chine. Le gouvernement japonais, et plus particulièrement le ministère de l'Intérieur, en profite pour passer des décrets, notamment sur la littérature. Le gouvernement veut purifier la littérature pour enfants. À l'époque, l'art du manga ne s'inscrit pas dans un art global, ouvert à tous. Il est encore réservé à la jeunesse, dans une forme assez courte, aux propos encore un peu naïfs, bien loin des standards actuels. Pour faire simple, l'art du manga est considéré par le gouvernement japonais, à l'aide de grands coups de propagande nationale, comme une sous-littérature, voire un acte antipatriotique. Pas simple pour ce petit gamin, né en 1928, dans la ville de Toyonaka, dans la province d'Osaka, en plein cœur du Japon. Le cadre de vie va jouer un rôle important dans l'œuvre d'Osamu Tezuka. À l'âge de 4 ans, il déménage avec sa famille dans la ville de Takarazuka. La région est particulièrement tournée vers la nature et vers la culture. La relation de l'homme à la nature deviendra un thème dominant dans l'œuvre du mangaka. La Takarazuka Revue est liée à un mouvement de théâtre, moderne pour l'époque, car à la différence du théâtre classique japonais qui ne faisait jouer que des hommes, cette branche du théâtre faisait également jouer les femmes. Le petit Osamu grandit donc dans un environnement idéal pour laisser libre cours à son imagination et à son sens de la narration. À 18 ans, quand il rentre en faculté de médecine, il est déjà à près de 3000 pages de manga dessinés. Le style Tezuka est fortement inspiré des cartoons américains et de Walt Disney. Merci papa. Notamment au niveau des yeux qui sont ronds, ressemblant à ceux de Bambi, film que le mangaka aurait vu près de 80 fois. Les experts en manga comme Mathieu Pinon, qui est le co-auteur du livre Un siècle d'animation japonaise, définissent son style comme étant souple et élastique. Mais la vraie révolution se porte dans le format et l'aspect cinématographique qu'il va apporter au genre. Grâce à La Nouvelle Île au Trésor, sortie en 1947, il fait entrer le manga dans une forme plus longue. Un manga ancienne génération comptabilisait environ 60 pages, quand La Nouvelle Île au Trésor en contient 200. Pendant près de 15 ans, il va quasiment avoir le monopole de ce nouveau type de format qui va finalement devenir la norme au Japon et par la suite dans le monde entier. Résumé avec Stéphane Beaujean, le co-réalisateur de la dernière exposition sur Tezuka et directeur artistique du festival d'Angoulême. À cette époque-là, le manga, c'est plutôt une forme courte. Et lui, il trouve le moyen de populariser une forme vraiment beaucoup plus longue, beaucoup plus dynamique. On a beaucoup dit cinématographique. Parce qu'effectivement, autant pour les personnages, il est inspiré par le théâtre, il a envie d'avoir des acteurs. Autant pour la mise en scène, il est vraiment inspiré par le cinéma, et en particulier Walt Disney. Et il a envie d'avoir un récit qui brinque-balle dans tous les sens et qu'on peut suivre dans l'action. L'aspect cinématographique importé par Tezuka se caractérise par l'utilisation des lignes cinétiques, ces lignes qui incarnent le mouvement en bande dessinée, par un cadrage de l'action beaucoup plus dynamique, notamment dans La Nouvelle Île au Trésor. Explication. La Nouvelle Île au Trésor que Stéphane vient d'évoquer, Shin Takanajima, quand on prend les premières planches,
c'est vraiment, il y a un effet de zoom et de dézoom, mais c'est un storyboard. C'est vraiment, et c'était révolutionnaire à l'époque. C'est ça qui est important de préciser. C'est vraiment ça qui a mis un coup de fouet dans l'industrie du manga au Japon, et qui a tout changé. D'ailleurs, la Nouvelle du Trésor s'est vendue à je ne sais plus combien de milliers ou dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui était phénoménal. 400 000 exemplaires pour être tout à fait précis. Un exploit dans un Japon en pleine reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, possédant un marché de l'impression en grande difficulté et une habitude de consommation plutôt basée sur un marché de location important. Le style Tezuka a tout emporté sur son passage. Humaniste, pacifiste, fan de science-fiction, profondément anti-nucléaire et anti-militariste, Tezuka condense sa façon de penser dans son trait et dans la galerie de personnages qu'il va créer. Le plus célèbre d'entre eux, dans la culture occidentale, Astro Boy, en est un exemple parfait. Dans sa version originale, Astro Boy s'appelait Atomu Taishi. Évident clin d'œil au nucléaire, le résumé de l'histoire dans l'encyclopédie Larousse draine tous les thèmes préférés du mangaka. Astro Boy, machine pacifiste au grand cœur, symbole d'un pays à la fois horrifié et fasciné par la science, toujours meurtri par les drames d'Hiroshima et Nagasaki et engagé dans la course aux nouvelles technologies. Astro, enfant de l'atome, artisan d'un monde meilleur en but à des hommes souvent cruels et calculateurs. Astro, dont la coiffure hirsute n'est pas sans rappeler celle de Tezuka, qui prône déjà à l'époque un message de paix universelle et d'amour de tout ce qui est vivant. Dès 1961, Tezuka crée sa propre société de production, Mushi Production, qui deviendra par la suite Tezuka Production. Il veut à tout prix réaliser ses propres dessins animés. En 1964, Osamu Tezuka rencontre son idole de toujours, Walt Disney. La rencontre entre les deux hommes n'a malheureusement pas été aussi idyllique que l'avait imaginé Osamu. Explication avec Olivier Fallet, spécialiste d'animation japonaise. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, après, c'est pas forcément Disney, mais la Walt Disney Company, ils vont quand même prendre leur distance, notamment quand les premiers dessins animés de Osamu Tezuka, ils sont diffusés aux États-Unis, Le Roi Léo et Astro le Petit Robot, qui rencontrent un certain succès, et d'autres séries japonaises aussi, et ils vont faire un peu pression. Ils sentent un peu comme une menace de cette animation japonaise qui arrive aux États-Unis, et ils vont jouer un peu de leur influence pour que les chaînes tempèrent leurs ardeurs et n'acceptent pas trop la diffusion de ces séries-là. Donc on sent quand même déjà à cette époque une certaine méfiance sur un monopole qui semble être octroyé à Walt Disney sur le thème de l'animation. Bizarrement, Walt Disney n'a jamais cru bon de préciser que le Roi Lion ressemble étrangement à l'un des mangas de Tezuka, Le Roi Léo. Écoutez bien, voici le pitch du manga. Le Roi Léo, c'est l'histoire d'un lionceau qui perd brutalement son père et s'engage dans un long voyage initiatique accompagné de ses amis. Un vieux babouin, un oiseau bavard, une petite lionne, qui l'aide à affronter son ennemi Clo, qui signifie griffe, par opposition à Scar, qui signifie cicatrice, un méchant lion flanqué d'une bande de hyènes. Bah, vous y voyez une ressemblance ? En Europe, c'est carrément des passages de ces dessins animés qui sont coupés, de façon à radicalement changer le propos, ce qui va provoquer une certaine aversion pour quelques-unes de ces œuvres considérées comme trop violentes. L'œuvre de Tezuka est d'une densité folle. On y trouve près de 7000 histoires, pas loin de 1000 personnages différents et 150 000 pages dessinées. Si Astro Boy est peut-être le plus connu dans notre culture occidentale, l'œuvre Phoenix, inachevée car interrompue à cause de la mort du mangaka en 1989, semble être l'une des plus appréciées au Japon, chacun y allant de son petit classement. En Europe, la reconnaissance d'Osamu Tezuka a pris un temps relatif, car aujourd'hui encore, il n'est toujours pas mis au rang des RG, Walt Disney, Uderzo et consorts dans la culture populaire. Mis à part le dessinateur Mobius, qui a très tôt reconnu le génie du mangaka, le festival d'Angoulême n'a par exemple vu que 2 de ses œuvres retenues pour un prix, celui du patrimoine en 2004 et en 2006. Au Japon, il est un pionnier de la culture nippone, il était également un brillant visionnaire en termes de marketing. Il est à l'origine d'un enchaînement qui fait désormais office de référence. Publication d'un manga, réalisation de produits dérivés, exploitation d'une série animée puis création d'un long métrage. Il a su transmettre dans ses différentes œuvres un regard enfantin, mais aussi proposer un double niveau de lecture pour attirer les adultes. Comment ne pas penser à Hayao Miyazaki ou Otomo Katsuhiro, le créateur d'Akira, comme de dignes successeurs de la philosophie Tezuka.
À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à Benji derrière les vitres, mais derrière la console également, et à la lecture des extraits. 君が悪魔退治するまでプロペラを回して